Madame la ministre, merci tout d'abord d'avoir accepté d'ouvrir ce webinaire qui est organisé par FCRIN, une infrastructure de recherche clinique, et l'ANNPIS, une société savante dédiée à la recherche sur les interventions non médicamenteuses. Ces interventions, leur définition, leur évaluation sont le sujet du webinaire. C'est un sujet d'actualité, puisqu'aujourd'hui des programmes de prévention et d'éducation thérapeutique qui utilisent des systèmes numériques, des régimes diététiques, des protocoles de rééducation physique, des psychothérapies ciblées, en bref, ce qu'on appelle les interventions non médicamenteuses ont investi notre quotidien. Elles ont leur propre identité, qui les distingue par exemple des médecines alternatives, des protocoles non conventionnels. La première question que je souhaite vous poser porte sur la place qu'occupent, selon vous aujourd'hui, ces interventions non médicamenteuses dans notre système de santé, de votre point de vue de médecin, mais aussi compte tenu de votre expérience de président de la HAS et de ministre de la Santé. D'abord, merci à vous pour cette invitation. Il est vrai que ces interventions non médicamenteuses commencent à trouver leur place dans le paysage à la fois institutionnel, mais de recherche en France. Et je suis vraiment très honorée de pouvoir ouvrir ce webinaire dédié à cette nouvelle approche en fait, de la médecine essentiellement préventive en prévention secondaire, en prévention tertiaire. Et je pense que malheureusement, trop peu d'entre nous, dans nos études, ont été exposés en fait à des pratiques d'intervention non médicamenteuse pour prendre en charge un certain nombre de pathologies, parce qu'à l'époque, on avait une vision, et notamment il y a encore une quinzaine d'années, purement médicamenteuse de la prise en charge des pathologies, notamment des pathologies chroniques. Et on s'aperçoit, grâce à la recherche clinique, que ces interventions ont un poids considérable dans l'amélioration des prises en charge. Encore faut-il le prouver, et c'est la raison pour laquelle le fait que ce webinaire ait lieu conjointement entre l'INSERM et la société savante est très intéressant, parce qu'il faut démontrer, tout comme pour une intervention médicamenteuse ou un dispositif médical, l'intérêt thérapeutique ou préventif de ces interventions. Et vraiment, je remercie Grégory Nienot d'avoir porté cette société savante au niveau français, parce que je pense que c'est tout un pan de la médecine qui s'ouvre à nous. Je pense que ça n'est que le début et que nous avons besoin aujourd'hui de développer des essais cliniques en intervention non médicamenteuse, que ce soit pour la prévention ou la prise en charge en prévention tertiaire d'un certain nombre de pathologies. Donc, je pousse autant que je le peux depuis que je suis ministre cette approche. Elle est encore trop peu connue dans nos facultés, par nos professionnels de santé, et je pense qu'elle va prendre de plus en plus de place à l'avenir. Je rajouterai en plus que ce sont des interventions souvent beaucoup moins coûteuses que la plupart des approches médicamenteuses. Elles n'ont pas forcément autant d'effets secondaires. Et pour un pays comme le nôtre, qui est beaucoup trop consommateur de médicaments, il est vrai que si l'on pouvait un peu pondérer cette approche très médicamenteuse que nous avons dans notre pays des pathologies par des approches non médicamenteuses, scientifiquement robustes dans la qualité et dans la pertinence de ce que ça apporte aux pathologies, je pense qu'on rendra service à nos malades, et on rendra probablement aussi service à la sécurité sociale. Comment, de votre point de vue, puisque vous validez absolument ce besoin et l'intérêt effectivement de ces interventions non médicamenteuses, comment assurer leur intégration dans notre système de santé? Y a-t-il une clé, des leviers à activer? Oui, absolument. Alors, je crois que la première clé, et vous l'avez puisque ce webinaire porte là-dessus, c'est d'effectuer des essais cliniques et d'apporter la preuve scientifique de la robustesse de l'approche. Donc, il est indispensable que des essais cliniques se développent dans tous les territoires, sur toutes les pathologies pour lesquelles ça peut avoir un intérêt, et que nous arrivions à démontrer l'intérêt thérapeutique ou préventif des approches. Après, la deuxième étape, c'est qu'une fois que l'approche est scientifiquement démontrée, il faut l'intégrer aux recommandations de la Haute Autorité de Santé. Et c'est là où la Haute Autorité de Santé a un énorme rôle en tant que promotrice des recommandations de bonnes pratiques,
que ce soit la Haute Autorité de Santé pour toutes les pathologies ou l'Institut national du cancer en ce qui concerne la cancérologie. Mais je dirais qu'en cancérologie, ces approches ont commencé à voir le jour il y a déjà une quinzaine d'années. Mais que ce soit l'INCa ou la HAS, ces interventions doivent être maintenant partie prenante des recommandations de bonne pratique pour que les professionnels puissent s'en emparer sur le terrain. La troisième phase, c'est éventuellement le remboursement d'un certain nombre de pratiques par la sécurité sociale. Ça passe par l'évaluation par la Haute Autorité de Santé. Nous sommes au début de l'histoire des interventions non médicamenteuses dans notre système de santé en termes de reconnaissance, en tout cas en France. De votre point de vue, comment se positionne la France au plan européen, international, dans cette intégration ou cette appréhension des INM, des interventions non médicamenteuses? Y a-t-il une différence? Sommes-nous en retard ou en avance? Alors, évidemment, je n'ai pas fait un benchmark international pour juger de l'état de la France, mais il me semble que la France n'est pas très en avance. La France a une culture du médicament et a une approche très médicamenteuse de la plupart des pathologies, et c'est d'ailleurs un problème en termes de consommation de produits de santé. Après, grâce au travail de la société savante, on voit que maintenant, il existe une connaissance de ces pratiques, même si elles ne sont pas encore totalement intégrées dans les recommandations de bonne pratique. Donc, je dirais que c'est pour moi plutôt un bon début, mais ça n'est qu'un début pour intégrer ces pratiques dans les pratiques françaises. Et je pense que d'autres pays en Europe ou au Canada sont plus avancés que nous dans ces pratiques. Madame la ministre, je vous remercie pour votre intervention. Merci à vous de votre invitation. Merci Madame la ministre. Merci Madame la ministre de cette intervention. Donc, réalisé, je le rappelle, donc, il y a quelques jours. Donc effectivement, hein, comme l'a souligné Madame la ministre, ce sont des pratiques qui sont bien trop peu présentes et dans notre système de prise en charge de la santé et trop peu considérées. Et donc c'est un sujet que le professeur Nino connaît bien. Et donc je vais lui laisser la parole pour prendre la suite sur le cadre consensuel aujourd'hui qui existe pour l'évaluation de ces interventions non médicamenteuses pour la santé humaine. Donc, deuxième intervention par le professeur Grégory Nino. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux et nombreuses à ce webinaire. Merci évidemment à EFCRIN d'avoir pu organiser cet événement. Comme l'a dit Madame la ministre, apporter la preuve de pratiques dont la définition est négative et a l'impression de dire que ce sont des antimédicaments, on est là dans une situation bien problématique et pourtant, effectivement, ces pratiques sont en train d'avancer sur le terrain et elles existent depuis des années. Même Hippocrate parlait déjà de recommandations en partie d'activité physique et de diététique. Donc, effectivement, c'est des choses qui existent. Mais aujourd'hui, par différentes raisons, on a besoin peut-être de les cadrer, de les suivre, de les améliorer. Et c'est l'objet. J'ai été beaucoup cité, mais en fait, je voudrais dire que c'est surtout un travail collectif d'une quinzaine d'années qui a rassemblé en particulier plus de 1000 personnes. Je vais essayer de détailler le sujet. Donc, je suis directeur adjoint d'unité de santé publique qui est sur Montpellier. Je suis membre de l'Institut universitaire de France. Je suis chargé de recherche à l'Institut du cancer, mais surtout, je suis président d'une société savante internationale et je vais essayer de vous raconter un petit peu cette histoire collective et de là où on en est. Le premier point, c'est évidemment, vous êtes tous familiers en recherche clinique à utiliser cet outil qui s'appelle PubMed. Et lorsque vous tapez drug, médicaments, vous avez ici 7 millions d'articles qui sont identifiés depuis 1825. Vous tapez chirurgie, vous avez ici 6 millions de publications depuis 1786. Vous tapez medical device, donc un dispositif médical, vous avez 1,8 million de résultats identifiés par PubMed. Et attention, vous tapez non-pharmacological intervention, une intervention non pharmacologique, et vous avez 13 200 résultats. Et vous voyez, on va juste fêter le cinquantenaire
de cette pratique. Finalement, on connaît peu ce mot et vous allez voir à quel point il est confus et dont il fallait avancer pour clarifier cette situation. Pourtant, on voit ici un papier dans Nature qui parle notamment de ces interventions non médicamenteuses comme d'un intérêt majeur pour la prévention ou le traitement des douleurs chez les patients. Et effectivement, ce terme, vous voyez, est utilisé en particulier, la recherche avance en particulier dans le traitement de la douleur. Mais lorsqu'on regarde institutionnellement, oui, les institutions mentionnent ce terme. Ici, depuis 2003, avec l'Organisation mondiale de la santé, et en insistant sur le fait que les interventions non médicamenteuses sont des compléments de médicaments pour améliorer l'observance. Alors, on peut parler de compliance, on peut parler d'adhésion au traitement, mais effectivement, elles étaient utilisées, et ce terme était utilisé depuis 2003. Vous l'avez également avec le NICE, donc l'Institut anglais. Vous l'avez à la Haute Autorité de Santé. Et ce rapport a été le début de notre réflexion sur la thématique. Et je remercie un certain nombre de personnes qui ont travaillé sur ce sujet, notamment Clémence Thébault et Lise Rocher, qui avaient vraiment pointé du doigt ce terme intervention non médicamenteuse. Et un autre rapport de la Haute Autorité de Santé en 2011 parlait de l'intérêt des interventions non médicamenteuses dans le traitement des maladies d'Alzheimer et apparentées. Mais vous voyez, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, donc la CNSA en France, en Irlande, l'Agence de santé publique canadienne, le NIH aux États-Unis, les Japonais, les structures chinoises, italiennes, le ministère de la Santé en 2018, la structure également de recherche médicale en Inde, le Haut Conseil de la santé publique, le ministère de la Santé en Espagne, le Centre européen de prévention de contrôle des maladies en 2020, en 2021, le Conseil supérieur de la santé, la Commission européenne, parce qu'on a eu la Covid et on a vu que certaines interventions non médicamenteuses pouvaient avoir un effet, comme l'a très bien dit Agnès Buzyn, en prévention. Mais vous avez enfin en 2023 le CESE, l'OCDE et l'assurance maladie a commencé à mentionner ce terme, la Cour des comptes et également nos collègues suisses mentionnent ce terme. Mais lorsqu'on regarde un papier, ce papier a été publié en 2013, il faisait l'inventaire des publications sur les interventions non médicamenteuses qui étaient publiées dans les principales revues, Annals Journal of Medicine, donc le BMJ, le JAMA, le Lancet, le New England Journal of Medicine, le PLOS Medicine. Eh bien, vous voyez que la description de l'intervention est insuffisante. On ne connaît pas bien le programme, on ne connaît pas bien le matériel, on ne connaît pas bien l'intensité. Et finalement, on ne sait pas de quoi on parle. Donc, ce papier critiquait les publications sur les INM parce qu'on ne savait pas finalement quelle était l'intervention qui avait été évaluée. Et donc, évidemment, c'est un problème en recherche clinique. Donc, on se retrouve avec une définition ambiguë. Et je ferai court, hein, mais on a trouvé ici 34 potentiel synonyme, mais vous voyez, on va de l'acte chirurgical. Ben oui, parce que sémantiquement, une intervention non médicamenteuse pourrait être un acte chirurgical, mais vous avez des interventions pour la réhabilitation, des interventions multimodales, des interventions complexes, mais on va parler de médecine douce, on va parler de soins de support, Iris Poporté va en reparler, de soins d'hygiène, de soins d'accompagnement, de remèdes naturels, de pratiques non conventionnelles de soins. Bref, on mélange tout et ces définitions sont, vous voyez à quel point on peut comme ça glisser de façon rapide et on ne dit pas nécessairement la même chose. Un papier qui est publié au BMJ en 2025 mentionnait l'idée que il fallait arrêter le mot intervention non médicamenteuse et il fallait parler de mesures de santé publique et de santé sociale. Mais non un arrêt maladie, non l'augmentation de la taxe sur le tabac n'est pas une intervention non médicamenteuse, c'est bien une action de santé publique. Donc on a fait une réponse au BMJ en évoquant le fait que non, il y a des protocoles de soins ou des protocoles de prévention qui pourraient effectivement rentrer dans cette définition. Et lorsqu'on parle d'évaluation, et donc ça a été évoqué par Agnès Buzyn, apporter la preuve. Pas de problème. Lorsqu'on parle de médicaments, il y a effectivement un process qui est reconnu scientifiquement, mais aussi par les autorités pour la validation et la mise sur le marché d'un médicament. En revanche, lorsqu'on parle de l'évaluation et du processus d'évaluation des interventions non médicamenteuses, on a publié un papier en 2019 en montrant qu'il y avait 46 paradigmes.
Donc 46 paradigmes, ça veut dire une cacophonie entre des recommandations méthodologiques des uns et des autres, souvent faites par des chercheurs de disciplines spécifiques et sur lesquelles on n'avait pas quelque chose de consensuel. Et c'est la raison pour laquelle finalement il y avait des freins au progrès. D'une part parce que les praticiens préféraient recréer leur propre pratique à chaque patient. Il n'y avait aucune traçabilité. Oui, une séance de kiné. Oui, mais une séance de kiné n'est pas un programme. Une psychothérapie. Oui, mais quel est le contenu de cette psychothérapie? On pourrait parler de régime. Oui, mais quel régime? De quelle nature? On pourrait multiplier les exemples et finalement, on pourrait considérer qu'un coiffeur devient quelqu'un qui va être utile pour la santé et le bien-être et on peut comme ça arriver à des amalgames dans tous les sens. Et donc, les praticiens recommandaient une meilleure traçabilité, une meilleure qualification de ces pratiques. Et au moment de la création, comme je l'ai évoqué, de ce rapport de la Haute Autorité de Santé en 2011, on a créé une plateforme universitaire de réflexion sur ces modalités et sur lequel on a voulu d'emblée associer les patients, les praticiens et les opérateurs de santé pour nous aider finalement à réfléchir. On ne savait pas que ça s'appelait de la science participative, c'est le mot d'aujourd'hui, mais effectivement, on a produit un livre qui a été publié dans Springer Nature qui explique à quel point les interventions non médicamenteuses, c'est un enjeu effectivement pour les enjeux d'aujourd'hui, notamment démographiques, sanitaires, environnementaux, parce qu'il y a plein de choses à y voir, les pénuries de médicaments, les difficultés énergétiques qui amènent à véritablement avancer sur un modèle consensuel. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a, et je tiens à saluer un de mes maîtres qui s'appelle Henri Pujol, le professeur Henri Pujol de Montpellier, mais qui nous a dit, si vous continuez à ne fonctionner qu'en plateforme universitaire, on ne va pas pouvoir avancer, il faut créer une société savante. Et finalement, une intervention non médicamenteuse, un protocole de kinésithérapie, qu'il soit réalisé en France, en Angleterre, en Afrique ou en Asie, peu importe, finalement, il y a des contenus qui peuvent être identiques. Et donc, on s'est dit qu'il fallait créer une société savante internationale et pas strictement qu'une société savante française. Donc, on a créé la NPIS que vous connaissez. Donc, on a établi une démarche sur laquelle on a identifié 22 experts de différentes disciplines, d'épidémiologie, de recherche clinique, de biologie, de sciences humaines, de sciences économiques. On a également invité des représentants de patients et des représentants de praticiens. Et on a donc lancé cette démarche de consensus qui se voulait participative, interdisciplinaire, donc pas pour une discipline, mais pour véritablement l'intérêt général, intersectoriel, itérative, transpartisane et intègre, donc sans lien d'intérêt direct, spécifique aux interventions non médicamenteuses, invariants méthodologiques et éthiques à travers toutes les publications scientifiques et toutes les recommandations qui avaient pu être faites auparavant, et également, évidemment, des retours d'expérience des praticiens. On a suivi les recommandations internationales dans le domaine de la recherche en santé, en particulier les recommandations de David Maurer et toute l'équipe. Et enfin, donc, on voulait respecter à la fois l'evidence-based medicine, la médecine fondée sur les preuves, mais également l'approche centrée patient, qui s'appelle aussi l'approche biopsychosociale. Et donc, on a lancé cette réflexion, et je voudrais remercier l'INSERM qui a soutenu à travers un fonds d'aide à la recherche participative tout ce travail qui a été mené pendant 2 ans. Concrètement, on l'a lancé au cours d'une session le 1er décembre 2021. On a fait la promotion sur les réseaux sociaux en disant si vous voulez participer, vous êtes absolument les bienvenus. Et donc concrètement, 4 phases, une phase d'élaboration pendant 1 an avec 7 réunions avec 70 participants, une deuxième phase où on a amélioré ces recommandations avec 300 participants répartis en 4 collèges, les chercheurs, les praticiens, les usagers et les opérateurs de santé. On a ensuite voté sur les recommandations une par une et on a enfin consulté les agences, les autorités et les sociétés savantes pour voir si on n'avait pas oublié des recommandations. Et donc, en tout, pour résumer, 2 ans, 1000 personnes, 5 publications, un guide en français, en anglais, en espagnol, un livre blanc et la caution de 32 sociétés savantes françaises
européenne et internationale. Je voudrais les saluer ici, de la pneumologie à la cardiologie, en passant par les soins de support du cancer, en passant par la pédiatrie, en passant par l'endocrinologie, par également la Société de traitement de la douleur, également la Société française de santé publique. Bref, on a des soutiens très importants de l'ensemble, ou en tout cas de la plupart des principales sociétés savantes françaises francophones, parce qu'il y en a qui sont européennes ou internationales. On a restitué ce travail et vraiment je veux remercier toutes les équipes de la NPI pour avoir contribué à cette restitution, à la fois au ministère de la Santé. On a fait une session au Sénat avec tous les acteurs, dont l'IGAS en particulier, mais pas que, avec les représentants des complémentaires santé, de l'assurance maladie, de la CNSA. On a présenté à la Haute Autorité de Santé, à l'assurance maladie, on a présenté à Santé publique France, à l'Académie de médecine, au Conseil économique, social et environnemental, à la Haute Autorité de Santé avec son président que vous voyez ici, Lionel Collet, à l'Agence d'innovation en santé, également sur l'agence qui fait ou qui développe la recherche, et je remercie Franck Bouton de son aide. On a continué en Europe en disant cette innovation française, elle est aussi quelque part à intérêt, comme je l'ai dit, international, avec des présentations à l'European Brain Council, à la Commission européenne, et là très récemment donc avec les réseaux européens de recherche clinique et notamment celui qui est lié à EFCRIN qui est au niveau européen, qui s'appelle ICRIN. On l'a présenté également donc aux équipes de l'OMS et on avance avec l'OMS. On l'a présenté également à l'UNESCO. Donc concrètement, pour aller droit au but, parce que évidemment il faut qu'on parle de cet aspect très concret, voilà la définition sur laquelle on est tombé d'accord. C'est un protocole. Une INM est un protocole, donc il y a un début, un milieu et une fin. Ça ne peut pas être un mode de vie. C'est effectivement donc un programme de prévention, comme l'a dit Agnès Buzyn, prévention primaire, secondaire ou tertiaire, ou de soins, donc un traitement qui est efficace, et je crois qu'elle l'a assez rappelé. Il faut de la recherche clinique démontrant l'efficacité de cette intervention personnalisée. C'est effectivement une recette, mais une recette qui va être personnalisée, contextualisée en fonction d'une personne dans un contexte donné. Elle est non invasive, donc on l'a rajoutée pour bien se différencier des chirurgies. Elle est référencée, je vais en reparler, et encadrée par un professionnel qualifié. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une dominante qui peut être d'ordre psychosocial. On parle en particulier des programmes d'éducation thérapeutique, on peut parler de psychothérapie, mais on pourrait les décliner, des interventions corporelles, des programmes d'ergothérapie, de kinésithérapie, d'activité physique adaptée et plein de thérapies manuelles. Également des interventions nutritionnelles avec le but de prévenir, soigner, guérir ou accompagner, donc améliorer l'autonomie de personnes. Et vous voyez, une intervention non médicamenteuse, c'est un programme, donc il y a une désignation, il y a un bénéfice principal de santé, des bénéfices secondaires, des risques qui ont été identifiés par la recherche, des mécanismes d'action, une population cible, un protocole plus détaillé avec tous les contenus, un professionnel qui est effectivement sensibilisé, formé, on va y revenir, et enfin un contexte d'utilisation. Donc, je vais passer cette diapo parce que vous l'aurez. Donc, les recommandations pour l'évaluation. Donc, vous voyez, on n'est pas très loin du médicament et en même temps, ou dans la logique en tout cas de la validation des médicaments, et pourtant, on va prendre en compte toutes les spécificités, en particulier sur les études mécanistiques, sur lesquelles une intervention non médicamenteuse peut mobiliser à la fois des mécanismes d'action qui sont d'ordre physiologique, biologique, mais potentiellement psychosociaux également. Donc, on invite à ce qu'il y ait des recherches mécanistiques sur le sujet, des études observationnelles potentiellement et des études prototypiques. C'est pas très connus dans la recherche, sont des études qui permettent de décrire ces interventions. Parfois, on peut parler d'études pilotes, mais effectivement, une publication qui va montrer quel est le programme. Donc, non pas la kinésithérapie, mais un programme de kinésithérapie. Et ensuite, on va insister sur les études interventionnelles, études cliniques, sur lesquelles on va faire des recommandations spécifiques à ces interventions. Et enfin, des méthodologies qui sont encore peu connues, des études d'implémentation. Ce n'est pas parce qu'une intervention fonctionne en Chine, qu'il y a eu 2 essais cliniques ou 3 essais cliniques en Chine, qu'elle est nécessairement implémentable comme ça en France. Et donc, on recommande donc qu'une étude d'implémentation puisse être faite. Donc, vous voyez, on a des recommandations,
77 en tout, 14 éthiques et 63 méthodologiques pour l'ensemble de ces éléments. Et donc concrètement, comment ça se présente? Et vous voyez, on a parfois fait des choses extrêmement simples. Un, sur la recommandation éthique, obtenir l'accord d'un comité d'éthique en amont de la réalisation de l'étude évaluant une INM. Donc c'est très simple. Et vous aurez un document et vous pourrez télécharger à la fin du webinaire donc l'ensemble des documents. Ça se trouve dans le guide. On a fait également des recommandations méthodologiques sur les études cliniques et interventionnelles. Et là, ici, vous voyez, on fait donc une recommandation en disant qu'il faut mener une étude interventionnelle pragmatique contrôlée. Dans l'optique en particulier d'évaluer l'effectiveness, donc l'efficacité en vie réelle, parce qu'effectivement, ces pratiques sont et doivent être contextualisées. Et voilà une autre recommandation qui est évidemment simple, mais qu'il fallait mettre absolument et que toute la communauté soit au courant, déclarer le protocole d'étude avant la réalisation sur la plateforme. Mais finalement, la société savante, pour partager les connaissances, comme l'a très bien dit Agnès Buzyn, on ne pouvait pas se contenter de faire des recommandations. On a, avec l'échange avec l'ensemble des agences et des autorités, imaginé donc un portail ouvert, gratuit, de fiches d'intervention non médicamenteuses qui seront évolutives. Et donc avec le soutien, vous le verrez à la fin, des partenaires, on a pu créer ce portail qui est ouvert à la fois aux professionnels et aux usagers pour avoir, et merci Gérald Beau d'être là, parce qu'effectivement c'est important qu'on co-construise avec les usagers, donc des fiches INM qui ont plusieurs caractéristiques. Elles doivent être décrites, donc comme je l'ai évoqué, une étude prototypique qui va décrire ces caractéristiques. Elle doit être explicable, il doit y avoir un mécanisme d'action, au moins un qui a été identifié, d'origine biologique ou psychosociale. Qui explique évidemment l'effet sur le marqueur principal de santé. Deux publications d'études cliniques qui vont vérifier finalement la reproductibilité de l'effet sur le marqueur principal. Elles doivent être sûres, oui, parce qu'effectivement, il y a des bénéfices, mais il y a potentiellement des risques. Donc, des études sur les risques permettent d'identifier des précautions pour les patients. Et enfin, elles sont implémentables. Ça veut dire qu'en fonction des contextes, des territoires, effectivement, il y a des stratégies de personnalisation qui sont identifiées. Donc cette fiche, concrètement, sur le référentiel, je vais être très bref, mais vous allez voir que vous allez retrouver un code numérique. Pourquoi le code numérique? Ça veut dire que dans tous les espaces, demain, des systèmes partagés, des professionnels de la santé, des systèmes hospitaliers, mais aussi dans la médecine de ville, on pourra effectivement retrouver l'intervention qui a été faite. Cette fiche INM a une notice, on l'a appelée comme ça, une notice grand public, mais un protocole qui est un cahier des charges. En anglais, ce serait manualised, un manuel finalement d'utilisation de cette fiche, et avec ici un autre onglet qui sont sur les modes de financement de cette intervention non médicamenteuse, parce que l'assurance maladie, la CNSA, mais aussi les complémentaires santé sont prêtes effectivement à financer pour les patients ces interventions. Mais un point important, c'est que ce référentiel n'est pas une photographie définitive. Il y a effectivement des évolutions de ces fiches. Et donc pour cette fiche, vous voyez, on peut directement suggérer une amélioration, qu'on soit un usager, qu'on soit un professionnel de la santé ou un chercheur. Et celui ou celle qui aura soumis la fiche et qui aura été enregistré permettra, ou en tout cas pourra avoir la collecte des informations et des retours. Donc je vais faire court et parce qu'on a beaucoup de choses à se dire, mais par un message important. Vous connaissez peut-être ce document, moi il m'a un petit peu surpris, alors peut-être que je suis mauvais en anglais, mais la sélection et l'usage des medicines, donc des médecines essentielles pour la santé de l'OMS, donc dans ce document, eh bien, il n'y a que 503 médicaments. Alors, effectivement, il peut y avoir une ambiguïté entre les médecines voulant dire médicaments en anglais, mais on a l'ambition, effectivement, que l'OMS ait finalement une reconnaissance de nos interventions parce qu'on pense qu'elles sont essentielles également pour la santé et qu'elles peuvent effectivement avoir des bénéfices. Et donc, finalement, cette reconnaissance de l'OMS serait un élément central pour nos fiches, en plus des autorités françaises naturellement. Et vous voyez qu'il y a déjà un travail embryonnaire, notamment sur les maladies neurodégénératives. Eh bien, l'OMS a publié sur son site un premier travail sur les recommandations d'INM pour les
personnes vivant avec une démence. Donc effectivement, on est dans le début de cette histoire et on espère qu'en 2030, on aura effectivement au moins 500 fiches qui seront labellisées par l'OMS. Donc pour faire court, une fiche INM, c'est quoi? C'est effectivement non plus une discipline, mais bien un protocole. Donc, on va pouvoir la faire connaître, on va pouvoir la faire reconnaître par les autorités et par, évidemment, l'ensemble des acteurs. On va pouvoir la déployer plus facilement, notamment avec les systèmes numériques. On va pouvoir garantir les bénéfices, je crois que c'est important, et contrôler et mesurer les risques. On va pouvoir la suivre, on va pouvoir l'améliorer au fur et à mesure. On va pouvoir également former à cette intervention non médicamenteuse. Ça a été évoqué par Agnès Buzyn, la question de la formation initiale, mais aussi de la formation continue à cette INM, et non pas au sens large du terme. Et enfin, valoriser les interventions non médicamenteuses. Je crois que les amalgames aujourd'hui avec les pratiques qui sont ésotériques et Yannick Deder l'avait évoqué sur vraiment des pratiques qui n'ont aucun fondement scientifique. On est bien dans d'autres types d'approches. Donc ce référentiel, effectivement, c'est un élément important. Je voulais remercier les soutiens du ministère, de l'Autorité de santé, de l'Institut national du cancer, de l'agence, de EFCRIN, évidemment, de ECRIN, de l'assurance maladie, de la CNSA. On a ici des soutiens très importants également au niveau européen. Je pense à l'European Brain Council en particulier, mais je ne voudrais pas oublier personne. Mais on voudrait aussi remercier, parce que c'est encore une histoire qui est faite avec les patients, pour les patients. Et donc, on a des associations de patients qui nous soutiennent depuis le départ et on est en attente que d'autres nous rejoignent pour faire avancer évidemment l'identification des interventions non médicamenteuses. Et je voudrais remercier les partenaires qui nous soutiennent pour financer en particulier le référentiel des interventions non médicamenteuses. Vous voyez à la fois des organismes publics et également des mutuelles qui sont prêtes, des complémentaires santé au sens large du terme, qui sont prêtes à soutenir. Voilà, vous les retrouverez. Donc concrètement, vous avez des publications en accès libre, donc le guide qui est en français, en anglais et en espagnol. Vous avez un livre blanc qui a été publié sur les interventions non médicamenteuses en 2024. Vous avez un glossaire parce qu'on voit à quel point notre fonctionnement en silo, et y compris en sciences, nécessitait finalement un glossaire en français et en anglais sur les mots utilisés. On a une newsletter gratuite, vous pouvez vous abonner. On a une rencontre pluriprofessionnelle qui va se dérouler. Donc, on fait des rencontres régionales sur la mise en œuvre de ces INM, ici à Dijon la semaine prochaine. Et on a surtout un congrès. Je vous recommande évidemment de participer à ce congrès qui se déroulera à Paris, à la Cité universitaire internationale de Paris, du 15 au 16 octobre. C'est le moment, et je finirai là-dessus, sur lequel ce lieu, donc la Cité universitaire internationale de Paris, a été construite il y a 100 ans, et notamment dans une envie de science, d'universalisme et d'humanisme. Et je pense qu'on en a véritablement besoin dans ces moments, d'avoir effectivement des rencontres multi- ou pluriprofessionnelles qui permettent de faire avancer les interventions non médicamenteuses. Merci beaucoup de votre attention. Merci Grégory pour cette présentation très riche et très intéressante. Donc on voit un beau parcours, très long, un gros travail, mais qui est ponctué de production, des livres, des publications, des paradigmes consensuels, des définitions, des cadres d'évaluation, des référentiels, donc beaucoup de travail qui arrive à faire connaître ces approches et peut-être à les inciter aussi à être évaluées et à être considérées à leur juste place. Donc je vais profiter de cette transition pour accueillir Vincent Diebold. Je ne sais pas s'il est connecté. Je pense qu'il a pu nous rejoindre. Voilà. Merci Vincent. Bonjour Vincent. Et donc, je vais peut-être vous laisser prendre la suite pour présenter notre prochaine intervention, le docteur Iris Pauporté. Vincent, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Christine. Bonjour à tous. Oui, sans transition, on va laisser la parole au docteur Iris Pauporté. Donc, Iris est directrice de la recherche, de l'innovation et de l'information scientifique à la Ligue contre le cancer. Et donc, Iris, je vous interroge tout de suite. Quelle est la vision et quelles sont les actions de la Ligue en matière d'intervention non médicamenteuse? Merci beaucoup, Vincent, pour cette invitation. Et effectivement, j'ai 10 minutes pour vous présenter la vision
et les actions concrètes de la Ligue pour promouvoir une prescription, enfin en tout cas des soins de support, des soins oncologiques de support, des interventions non médicamenteuses qui soient sécurisées et qui soient dans un cadre qui fasse du bien aux patients tout en assurant une activité un peu sur tout le territoire. C'est un peu le rôle de la Ligue. Donc, je vais vous présenter en 4 points. Un petit rappel des missions de la Ligue. Je ne suis pas là pour faire de la publicité, mais vraiment pour comprendre comment nous, on inscrit cette activité de soins de support dans nos missions sociales. Les questions de recherche qui se posent autour de ces soins de support, le soutien qu'on apporte à la société savante que Grégory vient de présenter dans l'ensemble de son activité, et aussi notre propre activité en termes de projets de recherche-action. Donc, les missions de la Ligue contre le cancer sont statutaires, hein, comme toute association, et il y en a d'autres ici, peut-être qui connaissent bien le fonctionnement associatif, et M. Beau notamment. Nous sommes une association, loi 1901, qui est reconnue d'utilité publique, et on repose entièrement sur la générosité du public. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la Ligue peut mener sur tout le territoire métropolitain et ultramarin des actions, justement grâce à la générosité des Français. 97% des ressources de la Ligue viennent directement des Français. Ce n'est pas une ONG qui mène son activité avec des subventions, mais vraiment parce que les Français croient qu'il faut soutenir cette cause de lutte contre le cancer. Donc, nous sommes présents partout, en France métropolitaine et en Outre-mer, avec une présence vraiment importante dans tous les territoires. Et nous avons 4 missions sociales statutaires. La première, c'est justement prévenir et promouvoir la santé. On est en plein, effectivement, dans ces thématiques d'intervention, de prévention en santé. Accompagner les personnes malades et les proches aidants. Donc là, vraiment, l'objectif de la Ligue, c'est de faire en sorte que les gens trouvent chez nous autre chose qu'ils vont trouver en établissement de soins. Faire avancer la recherche contre le cancer, ça a été vraiment la mission de la Ligue depuis sa fondation, parce que j'ai oublié de vous dire qu'on a été fondé en 1918. Donc, c'est une dame centenaire et toujours jeune et active. Et notre 4e mission, c'est participer à la démocratie en santé, donc porter haut et fort la voix des personnes malades, mais aussi de la population pour ces questions de santé et de prévention. Avec l'aval de Grégory et de Vincent, je reviens un tout petit peu sur cette notion du panier des soins oncologiques de support, qui a été un travail collaboratif mené par de nombreux experts sous l'égide de l'Institut national du cancer et qui a donné lieu ensuite à une instruction de la Direction générale de l'offre des soins. Donc aujourd'hui, les soins oncologiques de support sont très organisés et ils sont dans un cadre vraiment étatique, puisque c'est la DGOS qui a établi la liste des soins de support socle, vraiment qui sont indispensables à garantir à tous les patients, la prise en charge de la douleur, la prise en charge diététique, psychologique, sociale, familiale et professionnelle. J'ai mis en orange les soins qui peuvent être assurés dans les comités de la Ligue. Nous ne sommes pas des établissements médico-sociaux, nous sommes vraiment des lieux associatifs. Il y a certaines choses que nous pouvons faire parce que nous avons le droit de le faire et d'autres choses qu'on ne peut pas en faire parce que c'est réservé aux établissements de soins. Pendant cette réflexion qu'il y a eu dans cette année 2016 qui a donné lieu à l'instruction 2017, les experts ont aussi évalué un certain nombre d'autres choses qui n'étaient pas vraiment jusque-là bien évaluées. L'activité physique ou l'activité physique adaptée, le soutien psychologique des proches et des aidants, la fertilité, la prise en charge des troubles de sexualité et tous les conseils de l'hygiène de vie, tabac, alcool. Il y a eu également la socio-esthétique qui a été évaluée à ce moment-là, mais les preuves n'étaient pas suffisantes en termes de gains en qualité de vie pour l'inclure dans les soins oncologiques de support. Ça ne nous empêche pas, nous, dans les comités de la Ligue, d'offrir aux patients des soins socio-esthétiques, parce que clairement, s'ils n'améliorent pas, selon les preuves aujourd'hui disponibles, la qualité de vie du patient, c'est une évidence qu'en tout cas, ça a un effet bénéfique aux patients d'avoir une image plus positive de soi pendant les périodes notamment de traitement aigu, avec tout ça entraîne dans d'effets indésirables et de chute de cheveux, et ce que ça entraîne dans la perception du soi.
pour revenir, donc dans ces soins de support, il y a 3 activités principales, hein. La première activité qui est extrêmement importante, c'est l'évaluation des besoins des personnes malades dans les diagnostics médicaux. Donc, je n'ai pas fait longuement état derrière dans les projets de recherche, mais il y a quelques années, la Ligue a mené avec ses comités départementaux une étude justement de hiérarchisation des soins de support. Les personnes étaient invitées par un questionnaire de lister tout ce qu'ils avaient considéré comme soins de support, menés à la Ligue ou ailleurs, hein, et puis ensuite les hiérarchiser. Les résultats étaient quelque part étonnants, mais en fait, le patient n'arrive pas à hiérarchiser. Donc, il n'y avait rien qui pouvait être hiérarchisé, et ça pose d'autres questions de recherche ou de pratique derrière. Toutes les solutions médicamenteuses, chirurgicales, dispositifs, Grégory vient de faire vraiment un beau diaporama, je ne vais pas revenir dessus, et puis surtout, les activités dans des organisations, dans les services, dans les réseaux, dans les comités de la Ligue. Et vraiment, ces activités sont menées dans des lieux différents. Donc, pour avoir un aperçu de ce que la Ligue fait pour les personnes malades, donc pour nous, l'objectif est vraiment de s'occuper du patient dans son intégralité, de la personne humaine qui est en face de nous et de ses proches, pour qu'elle puisse traverser cette épreuve entourée et avec le plus d'attention portée vers lui. Donc, on a réussi à mener une enquête en fait en 2025 pour savoir quelles sont les actions de la Ligue, notamment dans le socle commun. Donc, aujourd'hui, on voit bien que sur les 103 comités, il y a à peu près 4 soins principaux qui sont fournis aux patients avec une répartition sur le territoire. Et je crois que j'ai juste un exemple, parce que je ne voulais pas vous inonder, on a 103 comités, mais dans la diapositive qui suit, il y a un exemple, par exemple, du comité de la Ligue en Seine-Saint-Denis, territoire que nous savons bien à quel point il est extrêmement difficile. Donc, l'objectif du comité de la Ligue, c'est de faire en sorte, dans plusieurs villes du département, et on le sait très bien que les personnes ne vont pas aller de Noisy-le-Grand à Saint-Denis, c'est comme ça, donc de pouvoir être au plus près du patient pour proposer de l'activité physique, de la socio-esthétique, et ce qui ne figure pas là dans la copie d'écran que j'ai fait sur le site internet, il y a aussi toute une action qu'ils mènent en prévention avec des conseils en nutrition et qu'on évalue ça, mais j'en dirai un mot à la dernière diapositive. Donc, pour passer à la diapositive suivante, juste pour avoir une idée en fait de la place de la recherche à la Ligue constate tous les ans des montants que moi je trouve vertigineux au soutien à la recherche grâce aux Français, grâce aux dons et aux légations. 48 millions pour l'année 2024, notamment plutôt vraiment pour comprendre comment déclencher le cancer et innover, apporter des pistes thérapeutiques, pour soigner, prendre soin, et aussi pour agir et prévenir. Et tout ce qu'on va trouver autour de ces projets en intervention non médicamenteuse, on va trouver plutôt dans ces 2 grosses parties qui est le soin et agir pour prévenir. Nous avons par exemple un appel à projet de recherche clinique que nous menons tous les ans, et là la majorité des projets sont sur l'activité physique adaptée, sur la prise en charge de la douleur. On a un essai clinique randomisé en cours sur la socio-esthétique, donc on essaye de pousser, si je peux avoir la diapositive suivante, effectivement à apporter des preuves, d'évaluer en tout cas certaines interventions, mais il y a quand même toujours cet angle mort des soins de support, et c'est une problématique pour laquelle la NPIS et d'autres sociétés travaillent, c'est difficile à évaluer en fait, et aujourd'hui on est quand même pour certaines pratiques dans l'impossibilité de trouver de la littérature qui en fait preuve. Donc nous, en fait, on a 2 grands axes de soutien. Le soutien à la plateforme de la NPIS et les projets de recherche-action. Pour passer à la plateforme NPIS, ce n'est pas une plateforme, Grégory a raison de le souligner, c'est un référentiel, et le mot est extrêmement important. Aujourd'hui, tout ce qui est soins de support, il y a l'AFSOS qui a un référentiel qui est extrêmement bien fait, mais ce référentiel, il va plutôt s'adresser aux soignants. Et nous, à la Ligue, les référentiels qui est en train d'établir la NPIS sur les INM sont importants parce qu'elles sont plus en phase avec les activités, nos actions concrètes sur le terrain.
C'est bien pour ça qu'on a choisi de soutenir ce référentiel et cette initiative collective. Et l'objectif aussi, c'est que, effectivement, le travail collectif va aboutir à des recommandations, à des fiches, et que ces fiches peuvent être utilisées par tout le monde, mais aussi par nos comités. Et je pense que j'ai encore une diapositive qui résume un tout petit peu ce qu'on fait nous. Grégory a touché le mot de recherche collaborative, recherche interventionnelle. Nous, à la Ligue, on a mené une réflexion assez importante avec des groupes d'experts scientifiques et nos comités pour arriver à une définition propre, qui est celle de la recherche-action, parce qu'on voulait réellement, quelque part, avoir cette approche d'évaluer les actions concrètes sur le terrain par une méthodologie encadrée et scientifique. Et nous, on a cette présence sur le territoire. Donc, on a donné cette définition qui est assez intéressante, que finalement, il faut que la thématique émane du terrain, que ça soit une construction collaborative, et ça doit vraiment apporter de la connaissance. D'où le fait que le projet, et j'ai une liste dans la slide qui suit, actuellement 6 projets qui sont sur les soins de support, sur les 8 projets qu'on soutient en recherche-action, doit être encadré par une équipe universitaire ou une équipe de recherche. Donc, à la dernière diapositive, je crois que j'ai une petite liste concrète par exemple, je vais en prendre, par exemple, le premier qui se présente, le projet Aspacon. Plusieurs comités de la Ligue offrent des soins de support dans l'objectif de réduire le tabagisme de personnes malades. On le sait aujourd'hui qu'un patient sur 2 qui a un cancer du poumon traité ne va pas arrêter de fumer. Et on sait aussi quel lien ça a avec la rechute, le fait d'avoir continué à fumer. Donc, nos comités mènent des actions, mais après, ils disent, mais est-ce que vraiment les gens arrêtent de fumer? Est-ce que ça a un effet? Et c'est important d'évaluer une action. Donc, des projets de recherche-action menés par des équipes universitaires ou INSERM qui vont essayer d'évaluer justement concrètement sur le terrain la façon comment les INM sont développés et qu'est-ce que ça va apporter. Et je resterai à votre disposition pour des questions avec Grégory et M. Beau. Je reprends la main et je branche mon micro. Donc, merci beaucoup Iris. Avant la séance de questions, donc dernière intervention, celle de Gérard Beau. Je remercie effectivement sa participation. Donc, il est parrain de l'association Parkinson Vivre et Travailler. Il est également administrateur de l'association Le Ricaire et il va nous faire part de son point de vue sur les malades de Parkinson et les interventions non médicamenteuses. Gérard, c'est à vous. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité. Je voudrais remercier bien entendu les organisateurs de ce webinaire, en particulier bien entendu le professeur Niro qui fait un travail considérable pour nous. Merci Grégory. On va en parler tout à l'heure. D'autre part, je voudrais remercier également toute l'équipe qui est autour de vous, qui a organisé en silence ce webinaire, et puis bien entendu tous ceux qui se sont inscrits pour nous écouter. Je voudrais revenir sur quelques points importants. Je suis moi-même parkinsonien de la promotion 2015, donc ça fait 10 ans que je suis atteint par cette pathologie et j'ai décidé de m'approprier cette maladie et j'ai décidé tout simplement de vivre avec un colocataire qui ne paye pas son loyer. James Parkinson, puisque son prénom c'est James, eh bien, il y a en France actuellement 273 000 patients parkinsoniens, dont la moitié sont des hommes et des femmes. Il y a également 25 000 nouveaux cas par an, et ça c'est important de le souligner, qui sont très souvent des jeunes actifs et non pas nécessairement des papis assis dans un fauteuil en train de regarder les feux de l'amour à la télévision. Donc il y a 10 millions de parkinsoniens dans le monde, ça n'est pas neutre, et d'ici 2020-2030, le chiffre aura doublé. Face à la maladie de Parkinson, on se trouve confronté tout d'abord, bien entendu, à un réseau étoffé de neurologues compétents, impliqués et dévoués, des centres d'experts et principalement depuis 50 ans, bien entendu, la dopamine, appelée également la lévodopa. Face à cette maladie de Parkinson,
il y a énormément de recherches qui ont été faites et je dois dire que j'ai participé à des expériences intéressantes et passionnantes. Et je voudrais parler, bien entendu, de ces INM, interventions non médicamenteuses. Je voudrais dire que mon livre de chevet porte le nom de Grégory Nino, Les 100 médecines douces validées par la science. Effectivement, j'ai décidé d'utiliser la maladie pour lutter contre la maladie. Et ça, c'est très important, s'approprier, lorsqu'on a la possibilité de le faire, eh bien, de s'approprier cette maladie, qu'elle devienne la sienne et pas celle d'un autre, et de pouvoir eh bien, travailler avec ces INM, ces interventions non médicamenteuses mises à notre disposition. Il n'y a pas de menu type pour la maladie de Parkinson. Il faut savoir qu'on a l'habitude de dire la maladie de Parkinson. En fait, ce sont les maladies de Parkinson. Et nous avons des INM à la carte et non pas un menu imposé. En fonction de ce qu'il se passe, de ce que vous vivez au quotidien, vous les Parkinsoniens, vous les Parkinsoniennes, eh bien vous devez trouver, et vous allez trouver dans cette carte la possibilité de pouvoir utiliser des méthodes douces et des méthodes simples, pratiques que vous pouvez faire chez vous au quotidien. Et cela vous permet bien entendu de pouvoir trouver des solutions à tous vos maux et à tous les symptômes provoqués par la maladie elle-même, mais également par les traitements. Je dirais également qu'il est important de prendre conscience de cet objectif que vous vous êtes donné, c'est-à-dire celui de mieux vivre avec une maladie neurodégénérative. Oui, vous pouvez mieux vivre. Oui, vous pouvez continuer de vivre normalement. Vous pouvez continuer même de travailler si vous êtes dans la force de l'âge. Il faut enlever l'image d'un papy ou d'une mamie assis dans un fauteuil en train de regarder la télé, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il faut bien comprendre que la maladie de Parkinson est une maladie perturbante et qui vient chaque jour vous apporter à vous personnellement votre dose d'incompatibilité, je dirais, avec le déroulement d'une journée traditionnelle. Il y a des projets qui ont été mis en place, et ça c'est important de le souligner, avec Parkinson Vivre et Travailler, cette association qui vous permet de pouvoir travailler sur la méditation en pleine conscience. On apprend à vivre avec sa maladie, on apprend à vivre avec James, on apprend à évoluer, on apprend à mieux se comporter et ne pas se renfermer sur soi-même. Il faut être ouvert, il faut être objectif et réaliste. Cette maladie n'est pas neutre, il y a des réalités psychologiques, il y a de l'anxiété, de la dépression, de l'apathie, mais tout ça doit être derrière vous. Comprenez que ce qui a été fait dans les INM vous permet de pouvoir prendre la main sur votre maladie, prendre la main sur James Parkinson et continuer de vivre, je dirais, de façon normalement. Nous méditons les INM qui sont validés, bien entendu. Sachez que vous ne pouvez pas arrêter la vague, c'est évident, mais vous pouvez apprendre à surfer sur la vague. Et ça, c'est quelque chose de plus important. Quand on a une pathologie au long cours, on sait que quelquefois, on ne guérira pas, mais on vieillira bien avec cette pathologie et on acceptera de pouvoir chaque jour donner du temps en choisissant sur cette carte que vous avez à votre disposition pour pouvoir mieux vivre et mieux partager. Partager, disait tout à l'heure le professeur Grégory Niro, partager, échanger, évoluer. Je suis en capacité de vous dire qu'après 10 années passées à utiliser les INM, eh bien, je vis quasiment normalement. Je conduis ma voiture, je vis avec ma famille, je travaille, je continue d'avoir une vie sociale tout à fait normale, je bouge, je suis vivant et je suis fier de l'être et j'ai le sourire aux lèvres. Parkinson, je le disais, est un locataire envahissant, mais essayons de comprendre pourquoi il est envahissant dans la mesure où l'on n'accepte pas la maladie. Il ne faut pas être dans le déni. Il faut savoir qu'à notre disposition, les INM sont validés par la science et c'est de celle-là dont je veux parler. Bougeons maintenant avec un TAIP, un programme de rééducation intensive multidisciplinaire chez les Parkinsoniens. Donc, effectivement, ce qu'il faut, c'est consacrer ces journées à avoir une régularité dans l'utilisation des INM. Ces INM sont faciles à réaliser, il suffit de prendre correctement, je dirais, un mode d'emploi, et ce mode d'emploi va vous permettre de pouvoir, chez vous, à la maison, vous isoler pendant 15 minutes, pendant 30 minutes, pendant une demi-heure, et vous permettre de pouvoir
réaliser seul face à James Parkinson, eh bien, de lui envoyer des petits messages en le tutoyant, tutoyez-le, appropriez-le vous. C'est votre James, c'est pas le mien. Le mien n'est pas comme le vôtre. Chaque Parkinsonien va pouvoir développer des effets secondaires qui sont propres au développement de sa maladie à lui. Donc, appropriez-vous cette maladie, appropriez-vous M. Parkinson. Moi, je le tutoie, je l'emmène un peu partout, je lui explique ce que je fais. Et puis, quand je suis tranquille, eh bien, je m'assieds. Même dans ma voiture, quelquefois, je m'arrête sur l'autoroute et je pratique pendant 15 minutes une INM. Et je peux vous assurer que ça a complètement bouleversé et changé ma vision des choses, et ce qui me permet de vivre totalement en indépendance. Et je suis grandement satisfait. Je ne pensais pas avoir ces capacités à me retrouver face à une maladie au long cours qui n'est pas neutre, excusez-moi. Mais je me suis retrouvé face à cette maladie. Et lorsque mon neurologue m'a dit, écoutez, monsieur Beau, vous êtes parkinsonien, il m'a dit, j'ai dit, ok, très bien, docteur, est-ce que je peux vous demander une faveur? Il m'a dit, oui, laquelle? J'ai dit, j'aimerais vous embrasser. Embrasser, un bisou, bien entendu, pas un baiser. Et il m'a dit, mais pourquoi ça? J'ai dit, parce que vous m'annoncez une nouvelle, j'ai décidé de la digérer et ça aurait pu être pire. Donc, les maladies neurodégénératives avec les INM sont très importantes. Je crois qu'il n'y a pas mieux pour se soigner. Bien entendu, vous continuez votre traitement médical sans changer quoi que ce soit. Je ne suis pas médecin, je n'ai aucune compétence pour juger votre traitement. Mais il est approximativement à peu près toujours le même avec la lévodopa ou la dopamine, tout simplement, et des médicaments appropriés au rythme de l'évolution de la maladie, puisque ces maladies ont une évolution permanente. Avec les INM, vous allez les ralentir, vous allez avoir un confort de vie qui sera complètement différent et qui va bouleverser votre quotidien. Je ne peux que vous encourager à utiliser la méthode INM du professeur Grégory Nino, qui a été pour moi, je dis, une révélation. Et c'est, comment dire, je suis ému parce que j'ai l'habitude de parler après de nombreuses années à la télévision, mais je dirais que je suis ému parce que il y a des hommes, des femmes, des chercheurs qui trouvent, des chercheurs qui font que pour nous apporter dans notre quotidien un confort de vie important. Il faut savoir déguster, il faut savoir apprécier, il faut savoir aimer, il faut savoir partager, il faut savoir être soi-même, mais également avoir un lien de communication avec tous ceux qui vous entourent. Bien entendu, vous avez les aidants dont on ne parle jamais, c'est-à-dire le contexte familial dans lequel vous évoluez, votre compagne, votre femme, votre compagnon, vos enfants. Expliquez-leur que vous n'avez pas besoin d'être plein. Expliquez-leur que vous avez besoin d'un peu de compassion, de continuer de vivre normalement et de ne pas penser que vous êtes handicapé. Je ne suis pas handicapé, je conduis ma voiture, comme je vous le dis. Je fais un travail considérable à 74 ans. Je continue de travailler et tous les jours, je prends attention à Parkinson. Parkinson, le soir, quand je me couche, je lui demande de me foutre la paix devant la porte de la chambre et je lui dis que je vais le reprendre le lendemain matin. Ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est de façon, je dirais, simple, et de comprendre que la vie est faite de patients qui ont la chance, je dis bien la chance, de pouvoir vivre dans un pays comme notre pays qui est magnifique et de pouvoir être pris en charge. Ça, c'est important. Donc, ne baissez pas la cape. Ne vous laissez pas envahir par le doute. Ne vous laissez pas envahir par la crainte de dire oui, j'ai une maladie neurodégénérative, j'ai une maladie de longue durée. Eh bien, apprenez à vivre, apprenez à la dompter et vous vous dompterez vous-même, mutuellement. Mon Parkinson à moi, eh bien, il ne paye pas son loyer, voyez-vous. Donc, ce colocataire est un petit peu perturbant, mais j'ai décidé de le nommer quand même au conseil syndical de son immeuble dans lequel il habite et ça me permet de pouvoir continuer d'échanger au quotidien avec lui. Utiliser ces INM, c'est également accepter de travailler sur une voie parallèle au traitement médical. Il ne vient en aucun cas gêner le traitement médical, mais vous donnez envie. Vous donnez envie tout simplement de croquer dans cette vie qui est merveilleuse et de savoir que ces chercheurs eh bien, nous apportent des solutions. Moi, je ne faisais pas partie, je suis dans le problème, je ne fais pas partie de la solution, je n'ai pas les compétences de la solution. Mais tout ce que je peux vous dire, j'ai retrouvé l'envie d'avoir envie.
Et j'aimerais que ce soit contagieux pour que cette contagion soit une contagion positive. Vous permettre également aussi de comprendre que nous ne sommes pas seuls. Seuls, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Et les équipes, les professeurs qui font des recherches comme le professeur Grégory Nino, eh bien, sont indispensables pour notre confort. Ce que j'ai ressenti la première fois que j'ai utilisé eh bien, ces INM, j'ai ressenti un petit peu comme dans la bouche, vous savez, une bouche qui est une boîte de 10 cm3 et qui est à 36 degrés, 37 degrés, eh bien, l'envie de provoquer une érection de mes 4500 papilles gustatives pour provoquer une érection, une jouissance épicurienne. Et ça, c'est important. Important d'avoir envie de participer, de continuer, de manger, de vivre de façon intelligente. Pour cela, les interventions non médicamenteuses, je vous prie de m'excuser. Je suis un peu ému aujourd'hui de participer à ce webinaire. Et merci Gérard. Je vous remercie en tous les cas de m'avoir écouté et je vous souhaite de suivre les exemples qui sont donnés par Grégory Nino. Merci à vous, bonne journée. Merci. Et on y va, on continue, on y croit. Merci beaucoup Gérard pour ce témoignage très sincère et très humain. Merci donc aux trois intervenants. On arrive au temps des questions. Donc, c'est Lucie Levden qui suit les questions qui sont posées dans le chat. Je lui donne la parole. Merci. Alors, la première question, c'est quelle est la place des interventions chirurgicales? Même question pour les dispositifs médicaux. Y a-t-il des fiches INM dédiées? Car en recherche clinique, la chir DM font partie des INM. Merci. Donc, c'est plutôt pour Grégory, donc. Oui. Donc la réponse est non, les INM ne sont pas des chirurgies ni des dispositifs médicaux, clairement. Ce sont des DM et les DM, le référentiel, il y a d'autres référentiels pour partager les DM et il y a d'autres référentiels pour la chirurgie. Non, les interventions non médicamenteuses, c'est bien la définition qu'on a donnée. Donc c'est non invasif. Donc, il y avait une autre question qui était la même sur les DM. Est-ce qu'ils font partie des INM dans le cadre d'un protocole? Vous avez répondu. Ensuite, on a alors plusieurs questions. Combien d'INM sont à ce jour référencés dans votre référentiel et dans quelle discipline en majorité? Merci beaucoup de cette question importante. Je voulais juste repréciser. Un DM peut être utilisé dans une INM. Un casque de réalité virtuelle peut être utilisé en tant que DM dans le cadre d'une psychothérapie, par exemple de la phobie des araignées. D'accord? Et effectivement, c'est un dispositif médical qui est utilisé dans un protocole qui est une psychothérapie dédiée à traiter la phobie des araignées. Je voulais juste préciser ça. Hein. Donc, encore une fois, ça peut s'associer. Une intervention non médicamenteuse peut être utilisée après, par exemple, une chirurgie de hanche. Et donc, il va y avoir un complément où ça peut être utilisé, l'hypnose particulière, un protocole hypnose par exemple, dans une phase de réanimation ou dans une phase, effectivement, de gestion de la douleur. Pour être très concret, et je voudrais encore vraiment remercier à la fois Iris Beauporté, Gérard Beau, vraiment pour ce que vous avez dit, c'est vraiment un travail collectif et je voudrais l'encourager. Donc pour répondre désormais à la question, c'est oui, on a besoin d'encouragement à la recherche clinique dans ce domaine qui était effectivement morcelé, hétérogène et qu'on rend beaucoup plus cohérente et sur lequel on peut avancer pas à pas pour celles et ceux qui cherchent. Et d'autre part, sur le référentiel des interventions non médicamenteuses, on a eu pendant 1 an à créer tout le système avec à la fois recruter des experts, donc vous êtes les bienvenus, certains chercheurs des INM, venez dans le domaine. Donc pour l'instant, il y a 11 interventions non médicamenteuses, mais nous avons en expertise actuellement une centaine de fiches d'intervention non médicamenteuse qui sont soumises à l'expertise et qu'on espère pour le congrès du 15 octobre prochain à Paris pouvoir effectivement proposer au grand public. Mais le processus, il est lent parce qu'il faut qu'on contrôle toute la qualité des essais cliniques, toute la description, il y a des échanges avec les soumissionnaires. Donc pour résumer, je vous invite à la fois à collaborer
à la soumission de fiches, parce que Gérard l'a évoqué, il y a des pratiques qui peuvent être connues, et je n'ai pas eu le temps de vous développer, mais de personnes qui étaient à l'autre bout du monde, qui ont développé des interventions qui sont extrêmement efficaces, mais hélas, qui ne sont pas connues en France pour telle ou telle raison. Donc effectivement, ce référentiel est un patrimoine collaboratif sur lequel on partage les meilleures pratiques, et c'est véritablement à vous, chercheurs, de nous aider à faire avancer le partage de ces pratiques. Merci. Et donc, dans quelle discipline en majorité y a-t-il? Alors, effectivement, pour l'instant, on n'a pas d'intervention nutritionnelle. Pour l'instant, on a, par exemple, Iris Poporté l'a évoqué, et je vais l'illustrer, permettez-moi de l'illustrer, la méditation. La méditation est une pratique générale et on peut méditer en regardant la télé, en marchant et ainsi de suite. C'est une pratique générale. En revanche, vous avez sur le référentiel un MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, qui a été ciblé pour réduire l'anxiété durant les traitements du cancer. Et ce protocole, il est sur le référentiel. Donc oui, actuellement, il n'y a pour l'instant en tout cas que des interventions psychosociales et des interventions corporelles. Il y a notamment des programmes de prévention de la chute. Vous savez que la chute coûte 2 milliards d'euros à la France par an, et en particulier parce que des personnes sont fragiles, et il y a des interventions médicamenteuses qui ont fait leur preuve d'efficacité et même de coefficacité. Donc ça rejoint un peu des disciplines dans lesquelles il y aurait davantage une culture des INM et de la démonstration de leur efficacité. Ça, je pense que vous avez répondu. Où en sont actuellement les discussions avec les agences sanitaires pour la reconnaissance des INM et pour leur prise en charge? La question a été parfaitement décrite par Madame la ministre, Agnès Buzyn, lorsqu'elle évoque que notre rôle de société savante, c'est de partager la connaissance et de partager un référentiel de bonnes pratiques. Reste après à charge à chaque autorité et à chaque pays de décider si effectivement ou pas elles vont rentrer dans le panier de soins. Iris l'a très bien dit, et je remercie encore une fois la Ligue du soutien qu'elle nous accorde. Mais après, c'est une décision finalement des opérateurs et des agences de la reconnaissance, de l'intégration dans le système de santé. La Haute Autorité de Santé a un rôle à jouer, mais pour des actions de prévention, c'est aussi la CNSA qui doit avoir un rôle à jouer pour effectivement qu'elle rentre dans les parcours traditionnels. Et il y a des articles 51 qui ont été proposés, notamment en prévention et en soins de l'obésité, où effectivement, après, c'est le rôle des autorités, c'est le rôle finalement des payeurs, je vais dire, publics et potentiellement privés, des complémentaires, et évidemment de la Ligue ou des associations de patients, de voir si effectivement telle intervention va être utilisée. Notre rôle de société savante s'arrête à partager les connaissances. Après, libre au pays d'avancer. Et comme Agnès Buzyn l'a évoqué, elle l'a juste un petit peu supputé. Mais effectivement, il y a des pays qui sont plus en avance que d'autres sur l'utilisation en routine de ces interventions non médicamenteuses, parce qu'il y a eu effectivement des démarches fortes de ces autorités pour les intégrer dans les parcours de soins. Si je peux me permettre, là, hier, j'ai refait le point sur cette fameuse circulaire de la DGES, une instruction en 2017, et la conclusion générale de ce rapport qui a été remis à l'époque, c'est que ces 9 soins de support, les 4 du socle et les 5 complémentaires, devaient faire partie d'un financement, parce qu'il y avait suffisamment de preuves. Le problème, il est toujours le même, c'est celui des ressources. C'est pour ça qu'à la Ligue, nous, c'est totalement gratuit pour les patients. Donc, il y a d'autres associations aussi qui peuvent fournir, parfois payant, parfois gratuitement. Mais la question du modèle de financement est entière. Et comme je discutais avec une collègue, j'ai dit, ben, on voit bien que ce qui s'est passé pendant le Covid, etc., a permis quand même de mettre en place ce fameux dispositif MyPsy, où il y a aujourd'hui, pour les nouveaux entrants, les 4 consultations psychologiques chez le psychologue de prise en charge. Bon, le temps fera peut-être avancer les choses. Encore une fois, si je peux me permettre, on est là effectivement dans EFCRIN pour encourager la recherche, parce qu'il faut effectivement prouver. Une fois que c'est prouvé, il faut qualifier, et les outils numériques vont nous permettre de qualifier et de les tracer. Et ensuite, il faut les distribuer, il faut former et les mettre en œuvre. Et toutes ces questions-là, c'est finalement une chaîne de valeur et sur laquelle on a besoin d'être ensemble dans cette fluidification finalement de la recherche vers la pratique de ces INM.
Et alors, donc, je pense que vous avez également répondu à la question d'après qui était, y a-t-il des freins à une meilleure intégration des INM dans l'organisation des soins en France? Donc, c'est financier, si je comprends bien, principalement. Non, je veux insister, ce n'est pas que financier, c'est aussi la qualification juridique de ces protocoles. C'est-à-dire que comme ils ne sont pas qualifiés, Iris l'a parfaitement dit, on parle de soins de support. Certains vont faire l'amalgame avec des interventions non médicamenteuses. Mais non, dans les soins de support, il y a également les questions d'évaluation. Les évaluations sont en amont. On est là pour dire quel est le problème de santé ou quels sont les problèmes de santé, donc quelles sont les solutions. Gérard l'a parfaitement résumé. Ce sont des solutions de santé et ce n'est pas des pratiques diagnostiques. Et on est là dans des ambiguïtés sur lesquelles le législateur doit être effectivement bien plus précis. Il y a une qualification pour les médicaments, mais actuellement, juridiquement, il y a des ambiguïtés aussi juridiques. Ce n'est pas économique, hein, je voudrais insister là-dessus, c'est aussi juridique et chaque pays a à faire effectivement cet effort de meilleure qualification juridique parce qu'il y a, et on pense que le référentiel, parce qu'on aura un nom, un chat est un chat, on ne parle pas de méditation, mais on parle de MBSR spécifique au cancer, alors là, tout d'un coup, on a bien une INM qualifiée, labellisée, et donc on va pouvoir la tracer. Et donc, dans tous les systèmes, on va pouvoir également, en la traçant, améliorer, donc les chercheurs seront en amont, effectivement pour la validation, mais aussi en aval pour la collecte des retours d'usage et des professionnels pour améliorer la fiche INM et évidemment la partager encore plus au plus grand nombre. Désolé, Lucie. Non, pas de souci. Alors, la question d'après, je résume un peu, mais j'ai entendu ce matin parler de méditation en pleine conscience. Où sont les preuves de l'efficacité? J'ai entendu des recommandations formulées sur un cas personnel unique, ce qui n'est pas scientifique. Comment faites-vous pour éviter la désinformation et voilà, et les Parce qu'effectivement, on va parler de ce que j'évoquais de méditation au sens large. Et méditer, c'est à la fois aller se balader dans les bois, c'est à la fois, et Gérard l'a dit, une INM est un temps donné avec un effet booster. Et ensuite, c'est bien au patient, et il nous a donné une leçon de vie, c'est-à-dire qu'après, c'est à lui de se l'approprier et en faire quelque chose. Et il y a une confusion par les journalistes hallucinante. Il y a une confusion surtout pas les journalistes, je veux dire ceux qui sont sur les réseaux sociaux, en amalgamant une pratique générale méditative et le Mindfulness-Based Solution dédié au cancer. J'invite la personne qui a posé la question à regarder donc toutes les références bibliographiques qui sont données dans la fiche professionnelle du référentiel. Vous allez sur référentiel-inem.org et vous allez trouver, vous inscrivez, c'est gratuit, tout est gratuit, on est une société savante qui partage le maximum la connaissance. Il va retrouver tous les essais cliniques, toutes les études mécanistiques qui justifient cette intervention. Mais ce n'est pas le MBSR en général, c'est ce MBSR-là particulier qui a été traité par des essais cliniques et 2 essais cliniques reproductibles qui ont pu montrer la reproductibilité de l'effet de la réduction de l'anxiété chez les patients qui sont traités pour un cancer. Merci. Ensuite, c'est l'aromathérapie fait-elle partie des INM? Ok, si vous avez un petit peu de temps, je fais court. Donc l'aromathérapie, pour schématiser, ce sont les huiles essentielles et l'usage d'huile essentielle. Le problème, c'est que l'aromathérapie est une discipline. Si l'huile essentielle est posée sur la peau et il y a une prétention d'effet dermatologique, d'accord, eh bien, il s'agit d'un médicament. Et donc, cette huile essentielle qui a un effet sur la peau, il y a aujourd'hui une règle de recherche clinique française, européenne et même internationale de validation de cette huile essentielle comme un médicament. Ce n'est pas une intervention non médicamenteuse. Si l'aromathérapie, l'huile essentielle de lavande, elle est partagée dans un diffuseur d'odeur pour votre appartement, d'accord, eh bien, cette huile essentielle n'est rien d'autre qu'un produit de consommation courante. Ça parfume une pièce. Si en revanche, l'huile essentielle de lavande est utilisée dans un programme d'éducation thérapeutique pour améliorer, par exemple, la qualité du sommeil de patients, alors effectivement, il faut aller regarder si au moins 2 essais cliniques ont pu démontrer l'utilité de cette huile essentielle posée sur le coussin pour effectivement améliorer la qualité du sommeil. Et donc, c'est un ingrédient
d'un protocole d'intervention non médicamenteuse. Et c'est pour ça qu'il y a là, et en ce moment en particulier dans les EHPAD, beaucoup de confusion. On va parfumer telle ou telle pièce. Aucun problème, évidemment. Mais on est là dans le domaine du parfum de produit de consommation courante et pas d'une intervention qui va être encadrée par un professionnel de la santé dont Iris l'a évoqué, il y a une évaluation initiale, une prescription, une utilisation par un professionnel et effectivement après un bénéfice significatif qui est attendu. Vous voyez les confusions? Et on pourrait retrouver ça dans plein de choses, des thérapies manuelles, dans des régimes, hein, au sens large du terme. Le jeûne est efficace pour la santé. Ça veut absolument rien dire. Quel jeûne, dans quelles conditions, pour quelle pathologie, à quelle dose et à quelle fréquence? Et là, effectivement, on va pouvoir avoir un raisonnement scientifique sur l'efficacité, sur les mécanismes d'action, sur les contextes d'utilisation. La qualification est très importante, comme tu dis. Absolument. Absolument. Et cette ambiguïté se retrouve, c'est ce que j'ai évoqué, hein, allez voir tous les travaux de Glasgow, c'est un Australien, et de Hoffman, en disant, dans les publications, et donc je m'adresse évidemment ici à EFCRIN, il doit y avoir beaucoup de chercheurs, mais sur lequel la description dans vos essais cliniques, parfois, est trop ambiguë, et sur lequel, dans le papier qui a été publié, finalement, oui, c'est un protocole de kiné, oui, c'est un programme d'activité physique adaptée, mais c'est juste que de l'activité physique, finalement. On ne sait pas à quelle dose, à quelle fréquence, donc finalement, c'est une pratique plutôt de la vie quotidienne, de la vie courante, mais cette recommandation de santé publique, elle est utile, nécessaire, sans problème. Mais pour certains patients, vous avez besoin d'une dose et d'une fréquence et d'une intensité d'activité physique adaptée qui est supérieure parce que ces patients ont tel ou tel problème dans tel ou tel cas de figure. On a ensuite une question en soins palliatifs. On parle de singularité des patients et des situations. Comment prendre en compte dans la méthodologie d'évaluation des INM proposée par la NPIS cette approche à la carte pour rebondir sur les propos de Parkinson, faire la part de ce que l'on sait et ce qu'on ne sait pas du mécanisme d'action pour le patient lui-même. La boîte noire de l'IA me semble aussi refléter cette idée. Merci beaucoup. Iris et Grégory, je pense qu'Iris aura aussi un... Iris, tu peux répondre avant, je ne veux pas... Ben, en fait, je ne suis pas du tout spécialiste et je comprends assez bien la question. Mais franchement, j'avais vu la question et je me suis dit, pour moi, c'est impossible de répondre à ce type de question parce que c'est vraiment très particulier. Mais en revanche, il y a une autre question sur les consultations précoces de soins palliatifs. Qui rejoint un peu, là, c'est plus une consultation médicale, en fait. Donc, ça, il y a plusieurs établissements. D'ailleurs, j'ai vu à un moment donné arriver un projet de recherche là-dessus. C'est une consultation médicale pour faire le point. Donc, ça fait partie de l'évaluation des besoins du patient en prise en charge. Mais c'est un cadre très spécifique et je ne crois pas que ça entre dans ce qu'on est en train de discuter, en fait. En tout cas, ça n'entre pas tellement, moi je connais la cancéro, mais ça n'entre pas dans le cadre de ce que font les comités de la Ligue. Grégory. Merci de la question. Effectivement, la question des soins palliatifs est un sujet majeur et sur lequel vous avez vu qu'on a le soutien notamment du Centre national sur la fin de vie et sur les soins palliatifs. C'est un sujet important. Et il y a des INM qui sont utilisés et donc encore une fois, l'idée c'est de pouvoir clarifier le sujet. Je vais prendre à chaque fois, désolé, mais peut-être c'est plus facile de raisonner par exemple là que par généralité. Écouter de la musique dans le cadre des soins palliatifs est un sujet important et majeur, mais en quoi et comment on se situe dans le domaine de la santé? On se situe dans le domaine de la vie courante. Et il faut effectivement que chaque personne ait la possibilité d'écouter la musique qu'elle veut, quand elle veut, et on est bien dans des activités de la vie courante, et y compris en fin de vie. Et cette activité, écouter la musique, peut faire du bien. On n'est pas dans le cadre de la santé, on est dans le cadre de la vie courante, et y compris si on est en fin de vie. Et il n'y a aucun problème à se faire plaisir avec différentes pratiques. On pourrait parler également de pratiques spirituelles. Chacun est libre de faire ce qu'il veut.
En revanche, si on parle de musique, il peut y avoir des protocoles de musicothérapie qui ont été effectivement étudiés, qui permettent de réduire la douleur en fin de vie en utilisant de la musique comme un moyen thérapeutique encadré par un psychologue, un neuropsychologue, un spécialiste de musicothérapie. Et là, tout d'un coup, vous voyez la différence entre la vie courante, d'un côté, on n'a pas besoin de faire de recherche là-dessus. Chacun peut écouter la musique qu'il veut, comme il veut, dans n'importe quelle condition. Et de l'autre, effectivement, la question autour de ces musicothérapies spécifiques, notamment sur la douleur. Et la deuxième partie de la question, elle est importante parce qu'effectivement, on est là en ce moment dans plein débat en disant que les IA vont tout faire et vous allez taper intervention non médicamenteuse. Comme vous avez pu le voir, il y a plus de 6 millions de publications sur la chirurgie, 7 millions sur les médicaments. L'IA est certainement extrêmement précis sur des produits. En revanche, sur les interventions non médicamenteuses, on voit arriver des IA qui font absolument n'importe quoi. Et c'est la raison pour laquelle nous, on a besoin de continuer à faire la recherche clinique. Quand je vous l'ai dit, 13 000 papiers actuellement, on n'est qu'au début de l'aventure. Donc, il faut de la recherche clinique amont pour bien identifier ces protocoles, les vérifier et les partager. Mais il faut également une traçabilité dans les outils de système de santé. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans les bases de données, et donc on a fait une étude au CHU de Montpellier sur la traçabilité dans les bases de données, pour l'instant, vous ne les avez pas. Donc en soins palliatifs, ça va être la même chose. On n'a pas nécessairement de précision sur le contenu. Donc on ne progresse pas. Donc les IA ne progressent pas. Et effectivement, on a à chaque fois un privilège du produit par rapport aux pratiques immatérielles de prévention et de soins. Une dernière question peut-être? Alors, j'ai une question d'une association qui voulait savoir comment proposer sa contribution à un groupe de travail. Merci de la question. La NPIS est une association loi de 1901 reconnue d'intérêt général. Donc, une adhésion permet de créer des groupes de travail, effectivement, de fédérer avec les outils techniques que nous avons aujourd'hui, des groupes de travail sur des thématiques pour essayer d'identifier les interventions. Et donc, on fait appel également aux chercheurs pour faire la bibliographie et des revues systématiques de littérature pour voir effectivement où sont les pépites. Et peut-être, permettez-moi, c'est le sujet après aval, mais de ces groupes de travail pour identifier, c'est en cours avec des soumissions qui sont faites sur le référentiel. Et encore une fois, merci à tous nos partenaires dans la Ligue contre le cancer. Mais la suite, c'est effectivement après de pouvoir faire de la mise en œuvre et du recueil finalement d'expérience. Donc les associations de patients ont aussi un rôle dans le retour d'expérience, comme l'a évoqué Gérard, de telle ou telle intervention, en disant mais regardez, elle marche bien, mais elle marche bien le matin. Ou regardez, elle marche bien l'après-midi. Tiens, nous on a vu des choses particulières. Nous en France, ça marche pas exactement comme les Canadiens. Et on veut effectivement collecter ce retour d'expérience qui va pouvoir être exploité par évidemment celui qui a écrit, rédigé la fiche d'intervention non médicamenteuse, pas forcément l'inventeur de l'intervention non médicamenteuse, mais la fiche qui décrit l'intervention non médicamenteuse, il va pouvoir récupérer les informations qui vont être données par à la fois les usagers et les praticiens. Et du coup, c'était un peu dans le même thème. Comment proposer des fiches d'INM sur notre centre? Nous avons 2 études cliniques en cours pour une prise en charge nutritionnelle. Comment vous les soumettre et à quel moment? Alors, vous les soumettez quand vous voulez. Vous vous rendez sur référentielINM.org et vous allez dans la rubrique fac avec soumettre une fiche INM et vous avez toute une procédure, c'est gratuit et vous avez strictement à suivre le process comme je vous l'ai dit avec désignation de l'intervention, critères principaux de santé, etc., etc. Et vous allez remplir la fiche, donner l'ensemble des biblios des études qui ont été réalisées et ensuite il y a une expertise qui est faite de façon indépendante qui est contrôlée et contrôlable par toutes les autorités de santé et elles doivent effectivement être en cohérence avec les recommandations générales et ensuite elles sont intégrées, ces fiches, puisque l'idée, ça a été évoqué, c'est qu'on vous partage en tant que société savante des connaissances et après libre à vous de l'utiliser. Et je finis peut-être par
celui ou celle qui a posé la question, vous allez avoir sur LinkedIn, demain à midi, on fait un webinaire dédié à la rédaction de fiches. Donc, allez voir sur LinkedIn, il y a un lien spécifique pour l'aide à la rédaction de fiches. Mais de toute façon, là encore, ce webinaire sera repartagé pour effectivement qu'on aide les personnes à rédiger correctement les fiches qui vont être soumises à expertise. Merci beaucoup. On arrive au terme donc de notre webinaire. Je crois qu'il y avait une dernière slide à afficher. Je souhaitais remercier d'abord bien sûr les intervenants et puis les participants. Juste un petit mot de conclusion. Je crois qu'il n'y a pas plusieurs médecines, il n'y a pas médecine scientifique, médecine douce, médecine parallèle et autres. Il y a une seule médecine. Sous-entendu que c'est effectivement une série d'actes, une série de protocoles qui sont soumis à évaluation. Et de ce point de vue-là, toute l'action qui est engagée et les témoignages qu'on a pu avoir, l'action que Grégory Nino a pu porter au titre de l'NPIS montre qu'il y a un travail qui est engagé, un travail d'évaluation et qui est particulièrement intéressant pour arriver à une forme de qualification encore avec un problème de définition à lever au départ. Et je crois que ce qui est important, et c'est mon second point, c'est que ça soit la France finalement qui est un petit peu en leader de cet aspect-là. La France, on dit toujours qu'on est dans une médecine fondée sur le médicament, sur le soin, l'aigu, et pas nécessairement sur la prévention ou l'accompagnement. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une véritable action et effectivement une répercussion qui est donnée et toute l'action qui est engagée par les uns et les autres est particulièrement utile. Alors, je voulais vous indiquer sur des détails, sur des informations plus pratico-pratiques et techniques que vous retrouverez prochainement, dans une dizaine de jours au maximum, le webinaire en replay sur YouTube. Je vous donne rendez-vous, enfin pas moi, mais ça c'est plutôt Grégory Nino et son équipe au sommet qui est organisé par la Non-Pharmacological Intervention Society, la NPIS, donc 15-16 octobre, avec une inscription en ligne. Vous retrouvez donc les deux liens pour les sites aussi bien de l'NPIS que de FCRIN. Et on attend de vous que vous répondiez à l'enquête de satisfaction, de suggestion, et vous avez la possibilité de flasher ce QR code. Et dernier mot, je souhaite remercier Lucie Levden, Céline Gentilhomme, Corinne de Belleval, qui, au titre de FCRIN, ont accompagné et permis la réalisation de ce webinaire qui a attiré un grand nombre d'intervenants. Et je trouve que c'est très positif par rapport à un terme, le NPI, les INM, qui ne sont pas nécessairement encore très connus, mais ce n'est que le début d'une longue histoire. Merci à tous en tout cas pour votre participation. Merci beaucoup. Merci, merci.